Salut l'équipe, nouvel entretien sur la chaîne First Team. Et aujourd'hui, on fait des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu par le passé, pour ceux qui s'en souviennent. Il était chez Envergure, c'est Alan Guillou. Comment ça va, Alan ? Salut les gars, bon, franchement ça fait super plaisir d'être là, ça fait longtemps que je t'ai pas venu et franchement c'est super cool de vous retrouver. Écoute, on est content de te retrouver parce qu'on t'a présenté comme un ancien d'Envergure, mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Tu es coordinateur sportif à la fac de Santa Clara, c'est ça ? Directeur des opérations basket. Incroyable. Coordinateur sportif, il est pas au collège. Enfin si, il est au collège pour le coup. Si. Il est au collège. Directeur des opérations basket, c'est un peu la même chose. Ouais. Donc raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé déjà, pour ceux qui te suivaient avec nous à l'époque. Les gens aimaient beaucoup quand tu venais avec nous. D'ailleurs, tu étais un candidat terrible sur les facs, on s'en souvient. Ouais. Parle-nous un petit peu donc de la fin d'Envergure et surtout de comment tu t'es retrouvé aujourd'hui à être directeur des opérations basket dans une fac de première division, ouais. Santa Clara, qui est la fac de Steve Nash, entre autres. Exactement. En fait, à l'époque, c'était après le Covid et grâce à Envergure, j'ai pu rencontrer des coachs, des assistants coachs en Pro A, en Pro B, des scouts, Nicolas Mathieu qui bossait notamment pour l'ASVEL et de fil en aiguille, ils m'ont proposé de venir avec eux sur des tournois FIBA l'été. Et donc à l'époque, en 2021, j'ai fait le U18B en Slovaquie. À Levice, il y avait rien, il y avait personne à regarder des Irlande-Roumanie et des Suisses. Ça vend du rêve là comme exactement. ça. Il y avait Yannick Niederhauser par contre. Ah, qui jouait pour la Suisse, qui jouait pour les Clippers et en fait la semaine d'après il y avait le U16 et le U16 c'est un tournoi important FIBA l'été et il y avait plusieurs étapes. Il y avait une étape en Serbie, une étape en Bulgarie et je suis parti avec lui. Et d'autres coachs et en fait je les ai suivis, on a fait les journées dans les gymnases et il y avait quelques coachs NCAA qui étaient là, des assistants coachs parce qu'en fait eux ils viennent pour recruter en fait en 2021 c'était pas comme maintenant où tout le monde veut aller en collège, beaucoup plus comme avant, les agents aident beaucoup, fallait aller sur les tournois, dénicher des talents, regarder. Et en fait l'assistant coach de Santa Clara qui était là, qui m'a recruté, on a sympathisé, on a parlé. Il avait une expérience déjà pour recruter des joueurs en Europe. Il y avait quelques joueurs italiens, quelques joueurs croates qu'il avait, mais il voulait essayer de récupérer des joueurs français en fait. Mais la barrière de la langue et le fait que il n'arrivait pas en fait, et donc en fait on a sympathisé, on a parlé pendant quelques semaines et ensuite ils m'ont proposé un poste de GA, donc de graduate assistant pour la saison 2022-2023. Et donc en fait t'es étudiant mais ils te donnent une bourse en fait. Donc en fait t'es membre du coaching staff mais tu vas à l'école en fait. Donc j'ai accepté et donc je suis arrivé aux États-Unis en septembre 2022. Donc en fait le matin et l'après-midi, le matin je faisais tout ce qu'il me demandait de faire. En fait tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Fallait remplir le frigo des joueurs, faut aller chercher un joueur à l'aéroport, faut être sûr que le joueur il va en cours, faut être sûr que c'est vraiment coordinateur donc là pour le coup. Et là on est vraiment c'est le Giroud, le vrai Giroud, le Giroud. Exactement, faut être sûr que s'il y a un joueur qui a besoin qu'on prenne des rebonds pour lui pour un petit workout de 20 minutes avec un coach, fallait faire l'homme en fait les graduations c'est le premier job des coachs, c'est un peu l'homme à tout faire, tu vois. On était 4, on était 4 graduates assistants en fait. Et il y a différents profils. Il y avait un gars qui est un ancien joueur qui avait joué en N2 d'ailleurs. Il avait joué en N2 dans le nord de la France. Il avait joué à Weber State en collège. Après il avait joué en N2. Il avait terminé sa carrière. Maintenant il bosse pour les Nuggets d'ailleurs. Et en fait on avait tous un rôle un peu différent. Lui il était plus dans le développement pour les joueurs. Tu vois, c'est un joueur qui faisait 2 mètres. Il pouvait bosser avec les joueurs à l'entraînement. Moi j'étais plus en mode homme à tout faire et aider sur le scouting en fait. À l'époque, le premier joueur sur qui il m'avait demandé des renseignements, c'était Mohamed Diarra, qui est à Cholet aujourd'hui. Et en fait, il était en JUCO. Mohamed Diarra, et c'était un des meilleurs joueurs de JUCO. Et Santa Clara, elle aimait bien le profil. Et finalement, il a été ailleurs, il était à Missouri, NC State. Et c'est là où il fait le run incroyable de March Madness. Et en fait, j'ai vu que j'avais pu donner quelques bonnes infos. Ils ont dit, OK, oui, peut-être qu'il peut donner des infos, il peut identifier des profils. Et de fil en aiguille, ils m'ont donné plus de responsabilités. Et donc, en fait, j'ai aidé à recruter Adam Abal, en fait. Adam Abal, il était à Arizona pendant 2 ans. Il joue pas. Il met son nom sur le portail des transferts. On a besoin d'un poste 2-3 pour remplacer Podziemski, à l'époque, qui va à la draft. Et ils me font confiance, en fait. Je pousse un peu pour le profil, je sais qu'il est bon, je l'ai vu jouer en France avant, je me dis c'est pas parce que tu joues pas à Arizona que t'es pas
il avait Bénédicte Mathurin devant lui et des choses comme ça, tu vois. Donc, je me rappelle, mon boss, il m'amène dans son bureau, il me dit on le fait ou pas, genre, j'avais un peu la pression parce que t'attaches un peu ton nom au truc. Mais ils m'ont jamais fait sentir que s'il était pas bon, ça serait ma faute, tu vois. C'était plus on te fait confiance et tout. Et Adama vient et il fait deux très bonnes saisons pour nous. Et à la fin de ça, ils m'ont donné un contrat en fait. Parce qu'en fait, quand t'es grade assistant, t'as pas de contrat. T'es sous visa étudiant. J'allais en cours 3 fois par semaine. C'est quoi comme diplôme? 18h, j'ai un diplôme de psychologie du sport. 18h à 21h et vraiment, fallait aller en cours. Parce que Santa Clara, c'est une très bonne fac académique. Pas même fils, quoi. Mais avec notre ami Dirose. Ouais, et en fait, donc j'allais en cours 18, les journées étaient super longues parce que t'avais tout ça et en fait, 18h, 21h, je devais aller en cours. Et cours sur place et tout. J'étais avec mes autres GA, avec d'autres joueurs aussi qui étaient dans certains de mes cours, donc ça, c'était cool. Et donc, j'ai eu mon diplôme et à la fin de ça, ils m'ont fait un contrat. Ils m'ont fait un contrat parce qu'ils m'ont dit, on voit que tu peux recruter des joueurs, on voit que tu peux apporter sur la stratégie, on en parlera, mais on a amené beaucoup de choses du basket européen dans comment on joue. Et ouais, je suis parti en tant qu'étudiant pour aider un peu le programme à identifier des profils, un peu de scouting. Mon premier job, c'était directeur des analytics et ils m'ont élevé l'année dernière à directeur des opérations basket. Quand tu étais en France, tu faisais quoi? C'est bien d'avoir tout ton background, tu vois. Ouais, en fait, moi, je faisais des podcasts, en fait. J'adorais la NBA, j'adorais la draft, je faisais des podcasts. C'est comme ça que je me suis fait repérer par vous, notamment, et tout ça, et par Envergure. Et en fait, après, je me suis dit que je voulais bosser dans le basket. Comment je pouvais trouver ma voie? Je peux pas jouer. J'ai pas de diplôme de coach. T'as jamais joué au basket, toi? J'ai jamais joué au basket à un niveau, tu vois, je regardais beaucoup de basket. Comment je peux apporter quelque chose à quelqu'un? En fait, même aux États-Unis, c'est ça que je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter qu'ils ont pas, tu vois? C'est ça qu'ils ont besoin aux États-Unis. Ils ont pas besoin de moi pour leur dire que AJ Banza, il est super fort ou tout ça, tu vois. Ouais. Mais les joueurs français, si je peux arriver et que sur chaque génération de joueurs, qui jouent en espoir, qui jouent en U18, je peux leur sortir un classement, mes 15 joueurs préférés et des cibles qu'on peut avoir, ça, ils ont pas, tu vois. Donc c'était ça. Et en France, ce que j'ai fait, c'est que j'étais l'année avant que je parte, j'étais assistant bénévole à Dijon en espoir. Je faisais le scouting pour donc Elise Prodhomme, c'était sa première année. Elle a signé à Vichy là. Ouais, en Pro B, ouais. Et notre meilleur joueur, c'était Elias Kamardine à l'époque. En fait, on fait 3e du championnat espoir. Et en fait, je faisais les scouting pour les joueurs qu'on affrontait. Donc, ça m'a fait ça m'a donné 2 choses. J'ai scouté tout le championnat espoir cette année-là. Donc je connaissais tous les joueurs. Donc ça m'a fait une bonne base de données. Et cette année-là, il y a Bilal Koulibaly qui est en espoir, il y a Tidjane Salin, il y a Rizaché, il y a Malouaya, c'est vraiment une grosse année espoir. L'Asvel Cholet était au top. Et ça m'a donné aussi, ça m'a préparé un peu à vivre dans un staff. Ok, il faut que le scouting soit prêt à 18h aujourd'hui. Donc ça m'a donné un peu une idée de comment ça marchait. Une mécanique de travail. Exactement, c'était une échelle différente, mais ça m'a donné un peu une mécanique. Ok, là, t'as trop écrit c'est trop long pour les joueurs, parce que moi, j'écrivais des longs scouting reports, mais non, les joueurs, ils ont besoin de quelques points, détails, oui. Voilà. Donc ça m'a un peu formé à ça. Et après, quand je suis arrivé aux États-Unis, la première année, une de mes missions J, ils m'ont direct mis sur le scouting d'adversaires. Donc, je regardais les matchs des équipes qu'on allait jouer et je faisais des bullet points pour les joueurs qu'on allait jouer. Tu as combien de matchs d'une équipe avant que 5 ou 6, ouais. Les 5 derniers ou tu prends un peu au hasard comme ça? Les 4 derniers et 2 qui pouvaient m'intéresser sur style de jeu à des joueurs, des équipes type qu'on affrontait. Donc, ouais. Donc la première année, ils m'ont mis dans le bain direct, je faisais un peu tout. Et au fur et à mesure, mes missions se sont un peu ciblées sur des choses différentes. Du coup, raconte-nous un petit peu tes semaines aujourd'hui. Donc, tu es directeur des opérations basket. Donc, on a compris que tu étais à fond sur le scouting, notamment sur les joueurs européens et français. On va y revenir au vu de la cote des Français overseas, notamment sur les programmes universitaires. Mais toi, et en discutant un petit peu avant cette interview, en fait, tu fais de la vidéo, tu fais des scouting reports, mais tu interviens aussi dans les entraînements désormais. Ouais. Ouais, il y a des nouvelles règles en NCAA où au début c'était que le coach et les 3 assistants qui avaient le droit de coacher. Ils ont élargi les règles, donc maintenant même moi ou le coordinateur vidéo, où ce qu'ils appellent être on the floor, donc sur le terrain pour coacher. Moi tout ce qui est workout individuel, j'interviens pas. On a un directeur les staffs sont immenses. On a un directeur du player development qui fait un super taf mais c'est vrai que cette année, j'ai un peu pris le lead de changer quelque chose et faire un peu de la stratégie sur le rebond.
tout ce qui est rebond offensif, transition défensive, et donc j'ai pu faire de la vidéo, montrer aux joueurs et montrer quelque chose. J'avais un peu la pression au début, puisque déjà faut le faire en anglais, et puis j'ai pas joué au basket, donc c'était un peu compliqué, mais ça s'est bien passé. Donc ouais, tu peux être sur le terrain, tu peux être dans les bureaux, tu peux être sur le banc. Il y a plein de casquettes différentes en fait. Vas-y, Tom. Non, je t'en prie. Non, on va continuer à nous parler justement de comment tu as fait pour donner les directives à des joueurs sans avoir joué au basket. Moi, je trouve ça c'est archi passionnant, parce que nous, on dit toujours... Et d'être écouté. D'être écouté, et ça marche, surtout en marge. Dis-nous un peu comment t'as essayé d'amener les choses pour être compris par les joueurs et le coaching staff. Quand je suis arrivé, au début, il y a 4 ans, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, honnêtement. Mais... en fait, je pense que la plupart de nos joueurs, j'ai gagné le respect parce que j'ai essayé d'être le premier, le cliché du j'arrive le premier, je parle le dernier, mais j'ai vraiment fait ça parce que je suis parti aux États-Unis, je connaissais personne là-bas, donc j'avais pas vraiment de cercle amical ou familial, donc je me suis dit ok, je vais bosser le plus possible et je vais être là tout le temps. Si Podziemski il a besoin d'un mec qui lui prend des rebonds pour lui à 20h le dimanche soir, c'est moi, je vais le faire. Et donc j'ai un peu gagné le respect par ça, entre guillemets. Et ouais, je sais pas, parler de foot, parler de foot US, parler de musique avec les joueurs, avoir des points communs, parce que j'étais un peu proche de leur âge. C'est comme ça qu'on a pu gagner une bonne relation. Il y a toujours des blagues. Quelquefois si tu m'alannes sur un 3-3, ça va être relou. Mais c'est bon enfant, tu vois, c'est bon enfant. Et en fait, je joue sur ça aussi. Moi, je joue sur le côté, ouais, je suis le nerd, tu vois. Je joue sur ça, en fait. C'est ma carte. Je l'assume. Et, je vais pas pouvoir te montrer comment faire, mais je vais pouvoir te dire quoi faire pour t'améliorer, pour qu'on gagne plus de matchs et pour que tu ailles au niveau supérieur. Donc c'est un peu ça. Et franchement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Allons dans le basket un petit peu profond, parce que, comme tu dis, t'es un nerd du basket, tu manges un nombre de matchs incalculable et de tous les horizons. Et ce que tu nous confiais, c'est que t'as amené beaucoup de culture européenne un petit peu. Tu regardes beaucoup ce qui se fait en Euroleague, en Eurocup. Et comment t'arrives à faire passer ton message, et surtout sur quoi, qu'est-ce que t'as réussi à faire passer du basket européen au basket universitaire, enfin surtout à Santa Clara. Ouais. Déjà, j'ai vraiment la chance d'avoir un staff qui est super ouvert d'esprit, en fait. Mon head coach, donc Herb Sendek, il est super ouvert d'esprit. Après, il est coach principal depuis 30 ans. Et il a coaché à Arizona State, il a recruté James Harden à Arizona State, il a coaché à NC State. Par exemple, tu vois, il a coaché Ilya Neftimov à NC State, c'est un de ses joueurs préférés all time, tu vois. Post-catch shooter. Exactement, ouais. C'est un de ses joueurs préférés. Donc, il a toujours recruté des joueurs un peu internationaux. Et en fait, il est très moderne dans sa façon de penser, parce qu'il a jamais été dans les facs les plus grosses en termes de budget, il avait pas souvent à part James Harden, les joueurs 5 étoiles, il fallait qu'il fasse des choses un peu différentes. Et donc il est ouvert d'esprit. Si tu bosses et que tu lui montres des trucs un peu différents qui sortent de l'ordinaire, il peut tenter. Donc j'ai dit ok, j'ai un peu analysé ça, et on a quelques assistants aussi qui ont regardé beaucoup de ce qui se faisait en Europe plus que la NBA, parce que le jeu universitaire, il ressemble un peu plus à la... C'est plus collectif, clairement. Exactement. Voilà, il y a moins d'espace aussi. Ouais, donc, en fait, on a un de nos assistants qui est australien. Moi, je suis français. On a beaucoup d'Européens dans l'équipe, les joueurs. Donc, on peut parler. On a des joueurs des joueurs que j'ai coachés depuis 3-4 ans, français, allemand, bulgare, croate. Donc, tu vois, t'as un peu une culture de tout ça. Et donc, on a bossé, on a fait de la vidéo. J'ai regardé énormément de matchs de plein de choses différentes. On a pris des choses à droite, à gauche. Le Paris Basket de Lissalo, c'est quelque chose qu'on a regardé beaucoup. Valence, depuis 2 ans, ce qu'ils font, c'est vraiment super intelligent. Je regarde beaucoup. Et donc, en fait, ouais, on bouffe énormément de basket européen, et on adapte des stratégies qu'ils font, des systèmes, des données, et on les transpose. Et mon coach, dès qu'il voit que ça peut nous aider à gagner plus de matchs, il s'en fiche d'où ça vient. Il dit ok. Et donc j'ai eu beaucoup de chance de tomber là-dedans, et je pense qu'il y a d'autres coachs qui seraient peut-être un peu plus. Il y a des clichés sur l'Europe aux États-Unis. Il y a des clichés sur l'Europe. Lesquels, par exemple? Soft. Et puis regarde que la NBA, en fait. Tu vois, pour eux, on en parlait avant, mais pour eux, overseas, c'est un grand truc, tu vois. C'est comme en France, on pense la NCAA, c'est un grand truc.
Bah eux, ils pensent overseas, c'est un grand truc. Ça va de l'Australie à la Chine, à l'Europe, ou vraiment tout quoi. J'ai signé overseas. Oui. Ouais, en D1 finlandaise où j'ai signé en Euroleague, c'est overseas, tu vois. C'est alors que c'est pas pareil. Ah non. Tu vois. Et donc, mais lui, il connaît pas, mais il est ouvert d'esprit. On a fait des vidéos. En fait, je m'étais fait aussi un petit réseau en Europe de coachs, de scouts en Europe, et donc. De fil en aiguille, tu peux récupérer le numéro d'un assistant coach à Manresa, tu vois, en Espagne, ou tu peux récupérer l'assistant coach d'une équipe en Allemagne, tu peux récupérer l'assistant coach. Donc en fait, l'été, on a fait quelques zooms où ils nous montraient de la vidéo, on leur montrait ce qu'on faisait, des échanges, et on a pu cibler 2-3 éléments du jeu qu'on voulait changer, qu'on aimait bien. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Tu peux nous donner un exemple? Qu'est-ce que tu as apporté, exactement? Qu'est-ce que tu as apporté, toi, à cette équipe-là? Je pense que le truc dont je suis le plus fier et qu'on a apporté, c'est le rebond, stratégie de rebond offensif, transition défensive. Pour les gens qui connaissent le basket, souvent, historiquement, on dit, on essaie d'avoir 2-3 joueurs qui vont au rebond offensif et on a 1 ou 2 joueurs qui repartent en arrière après le tir pour préparer la transition défensive. Tu pars et t'es un peu comme ça. C'est un peu nous, c'est ce qu'on faisait les 2 premières années. Prenez le premier joueur qui vient, tu vois, ce genre de discours là. Voilà. Et tu tires et tu repars en arrière directement pour préparer. Et en fait, en regardant les datas, les analytics, je voyais que ça marchait pas en fait. On avait 2 joueurs qui repartaient en défense. Notre transition défensive était pas bonne. Et en même temps, on avait que 3 gars qui allaient au rebond offensif. On n'arrivait pas à gratter plus de possessions. Le truc dont j'ai vraiment étudié, c'est ce qu'ils appellent la bataille des possessions. Depuis quelques années en Europe, en NBA, on veut shooter 10 à 15 fois plus que l'adversaire par match. On veut prendre des rebonds offensifs parce que rebond offensif égale catch and shoot à 3 points ouverts, égale lay-up. On veut essayer de tirer plus que l'adversaire. On veut créer des turnovers pour tirer plus que l'adversaire. Et donc en fait, ce qu'a fait Thomas Lissalo donc à Bonn en Allemagne, à Paris, ce que fait Fernandez à Valence, ce qu'a fait Splitter, c'est une technique qui s'appelle le tag-up, qui vient d'Australie. Donc c'est une technique de rebond offensif où personne ne repart en arrière et tout le monde joue le rebond offensif, mais pas bêtement, où on va tous aller sur le panier et en fait, ouais, s'il y a un rebond long, bah tu vas te prendre un lay-up. Non, c'est une technique qui vise à chercher l'adversaire qui est le plus proche de toi, le pousser, faire contact avec lui. Si tu prends le rebond, parfait, t'as le rebond offensif. Si c'est lui qui a le rebond, t'es là directement pour le prendre tout terrain. C'est pour ça que les équipes de Thomas Lissalo ou d'autres, elles tournent à 5 ou 10 en fait, parce qu'en fait tu dois jouer le rebond offensif à chaque fois, tu dois prendre tout terrain. C'est pour ça que les rotations, ils jouent autant de joueurs qu'en NBA, même c'est compliqué des fois parce qu'ils jouent 12 gars parce qu'il a besoin que tu sois à fond à chaque fois. Donc ça c'est le truc qu'on a changé cette année. Donc c'est stratégie de rebond défensif. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui sont fait ça, donc c'est le tagging up. Et c'est un truc que personne ne fait encore en NCA. Donc c'est un peu le truc dont j'étais un peu responsable. Et les stats ont grimpé, sont clairement améliorées. Ouais, on est passé en dehors du top 100 quasiment à top 20 sur le rebond offensif, tout en améliorant notre transition défensive. Chaque match, peut-être tu vas te prendre un lay-up parce qu'en fait t'as un rebond long. Mais en fait, tu l'acceptes quoi. Tu l'acceptes. Tu sais que tu vas récupérer 5 ou 6 rebonds offensifs. Il y a des matchs qu'on a fait cette année à 25 rebonds offensifs où on mettait pas un tir. On était dans les 35-36%, mais juste on a pris 20-25 tirs de plus que l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on a gagné. Sur mes premières années NCA, quand on avait Jalen Williams, quand on avait Podziemski, souvent on gagnait beaucoup au talent en fait. On gagnait si on mettait nos tirs. Mais il y a quelques matchs qu'on a perdus contre des équipes moins fortes, mais qui jouaient beaucoup le rebond offensif. Et moi, ça me frustrait. J'arrivais pas trop à comprendre. Tu vois, ils ont shooté à 36% sur le match, on a shooté à 45%, et on perd le match. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient pris 15 tirs de plus que nous. En fait, c'est le volume de tirs. Donc ça, c'est un truc qui m'a aussi fait changer ça. Et j'ai présenté ça à mon staff, à mon coach, et ils ont dit, vas-y, on teste. Donc c'est des choses qu'il faut bosser tous les jours, parce que c'est des habitudes que les joueurs ils ont pas. C'est contre nature. Hein, exactement, voilà, c'est contre nature, et c'est un exemple qu'on a vraiment mis en place sur l'année 2025-2026 et qui nous a aidés. C'est passionnant à suivre. Là, quand tu parlais, je pensais, quand quelqu'un prend un tir, le mec il vient un peu, il fait pas son box-out, et naturellement t'as tendance à reculer, alors que dès que t'avances un peu, t'as une vraie chance d'aller prendre un rebond offensif. Ouais. Donc ça va dans le sens que tu disais. Tu peux nous faire un point de contexte sur Santa Clara, parce que, mine de rien, on est parti vite dans toi, et c'est passionnant, et sur ce que tu as pu changer, mais mine de rien, tu es dans un programme qui est
qui a été en quête de reconnaissance et qui en ce moment là depuis 5 ans maintenant fait partie des programmes qui envoient des joueurs au premier tour à la draft. On a trois gars dans top 20 depuis 5 ans, donc Jalen Williams à OKC, Podziemski à Golden State, donc Allen Graves à Toronto. On n'avait pas fait la marche Madness depuis 1996 et en fait on l'a faite cette année, donc ça faisait 30 ans. Steve Nash. Ouais, exactement. Depuis Steve Nash, on n'avait pas fait la marche Madness. Mais c'est même pas fait la marche Madness, c'est que t'avais aucune chance d'y être, quoi. Le programme était pas l'argent pour, le programme était investissait pas. Et en fait, il y a 10 ans, ils ont recruté mon boss avec cet objectif. Ça a pris du temps. Il y a quelques années, on était pas loin. Et cette année, ça l'a fait finalement. Donc, ouais, je suis même plus fier aussi de la NBA, mais on a des joueurs qui jouent en Europe, on a des joueurs qui jouent en Eurocup, qui jouent en Bet League Elite, il y a pas que la NBA. Et en fait, ouais, tous nos joueurs sont qui viennent chez nous, sont des mecs qui vont être pros. Chaque année, on joue contre des grosses facs, entre guillemets, sur leurs conférences et on les bat. Depuis que je suis là, on a 4 ans, on a joué Oregon, on les a battus. On a joué TCU, on les a battus. On a gagné à Gonzaga. On a battu Gonzaga à la maison aussi. Donc, ouais, on est un programme qui monte. Et j'espère que ça va continuer. Je pense que c'est dur parce que, on en parlera après, mais nous, on se fait piller chaque année. On est un peu un genre une analogie foot, on est un peu un genre de Porto, tu vois, au Monaco. C'est-à-dire que nous, depuis 3 ans là, 5 de nos joueurs, ils ont transféré sur des grosses équipes, tu vois. On a perdu des joueurs qui sont partis à Auburn, à Ohio State, à NC State, à LSU, parce qu'en fait, on a des très bons joueurs et on peut pas les payer comme certaines équipes vont les payer. Donc, on doit avoir des idées. Voilà, faut avoir des idées, faut regarder ailleurs, faut essayer d'avoir un collectif plus fort que la somme des individualités. Faut scouter bien aussi, parce que nous, un de nos marchés pas mal, c'est d'aller chercher des joueurs qui sont dans les grosses facs et qui jouent pas. Podziemski, Adam Abad, c'est des exemples. Donc, c'est chaque année t'es challengé sur ça. Tu vas perdre des joueurs, tu vas en récupérer, faut créer une osmose, mais faut surtout que nos stratégies elles soient top. C'est sur ça qu'on gagne la plupart de nos matchs. Il y a un truc qui a changé par rapport à avant, j'ai l'impression, c'est que la continuité des groupes. Tu vois, souvent on disait, c'est encore le cas, tu me diras, mais il y a beaucoup d'équipes avec un gros volume de seniors qui vont au Final Four. Mais là, avec tous les changements, en fait, c'est un peu comme des clubs européens, quoi. Ouais. D'une année à l'autre, t'as des équipes complètement différentes. Ouais. Ça, c'est un truc toi, t'es finalement là-bas depuis récemment, mais quand on parle avec les gens qui sont en place, ça, c'est un vrai changement au sein de NCAA. Ça a été un choc complet. NCAA, avant, t'avais quand même les règles pour que justement les joueurs, ne transfèrent pas, qu'on évite les changements de fac. Et si tu devais changer, tu jouais pas pendant un an, la fameuse année redshirt. Donc, je peux dire que ça faisait réfléchir. C'était mal vu aussi. Oui, moi, mon coach m'avait dit c'était mal vu. Un joueur pourquoi tu transfères, donc quand ils ont changé les règles, maintenant il y a du positif, il y a du négatif, mais maintenant en fait c'est le Far West, c'est-à-dire que dès qu'un joueur il fait ses stats, il met son nom sur le portail parce que quelqu'un va lui proposer plus d'argent. Donc nous on doit essayer de trouver nous en fait on recrute beaucoup des joueurs de high school parce qu'en fait les grosses facs elles sont plutôt concentrées sur le portail des transferts, elles veulent des joueurs d'impact maintenant. Donc nous on pense qu'il y a des joueurs qui sont en high school qui sont un peu sous les radars, qui pourraient aller ce qu'on appelle high major, donc dans les grosses conférences. Et c'est ça Alan Graves, c'est un exemple de ça. Sur l'équipe qu'on avait cette année, on avait une rotation de 9. 7 des 9, c'est des gars qui étaient pas transferts, qui étaient chez nous qu'on l'a recruté en high school, le classique, tu vois, tu le recrutes au lycée, il vient. Donc ça c'est un truc qu'on continue à faire. Avoir un gars comme Graves, ça va nous aider aussi pour le recrutement, parce que c'est un gars qui est venu chez nous, qui a redshirt. Il a redshirt pas parce qu'il était pas assez bon, mais parce qu'il était jeune. On a dit faut que tu travailles ça et ça. Il a bossé pendant 1 an et après il est top 20 draft. Donc ça c'est aussi, je pense qu'on fait les bonnes choses, qu'on fait les bons choix. Mais ouais, avant mon coach il le disait, j'ai ces 2-3 sophomores, c'est bon, je vais les avoir encore pendant 2 ans et peut-être. Non, maintenant c'est fini. Là, on a perdu nos 2 sophomores. Ils ont fait des très bonnes années avec nous. Ils sont partis à Auburn, à NC State, tu vois. C'est plus comme avant. C'est à l'européenne. Chaque année, t'as des très bons joueurs en Eurocup, ils vont aller en Euroleague, tu vois. On va revenir un petit peu sur ce nouveau business un petit peu NCAA. J'aimerais qu'on parle de toi, de ta vie là-bas quand même, parce que ça nous intéresse. Tu vis sur le campus, t'as quoi comme appart, la fac te donne une caisse, c'est quoi tes jours off, combien tu gagnes, voilà. Ouais, non,
Donc en fait, la première année, je vivais dans une chambre étudiante. Les 2 premières années, chambre étudiante. Donc j'étais sur le campus, c'était bien. Je pouvais aller à droite, à gauche, et j'avais ma carte étudiante. Donc ça donne des repas. Tu peux aller à la cafétéria et tu prends un repas par jour, en plus de tout ce qu'ils nous donnent, parce que c'est-à-dire que les joueurs, ils sont choyés, quoi. C'est petit déjeuner, on leur fait tout le petit déjeuner. Ils ont repas après l'entraînement. Ils ont une CPE qui s'occupe d'eux, ils ont un trainer, ils ont tout, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'étais sur le campus pendant 2 ans. Et là, pendant les 2 dernières années, j'étais plus sur le campus, j'étais à 15 minutes du campus en vélo. Et donc j'ai passé mon permis, mais j'ai pas de voiture. Tu l'as passé aux États-Unis? Ouais, je l'ai passé Malin. Je l'ai passé aux États-Unis, je l'ai eu du premier coup aux États-Unis. Encore heureux. Il y a 3 plots là. Je suis de France, hein. Attends, rater son permis aux États-Unis, c'est chaud. C'est chaud. Pour te dire, je l'ai eu du premier coup. Donc, je l'ai passé dans la banlieue de San Francisco et ça a duré 10 minutes. Ouais. Ça a duré 10 minutes. Et donc, c'est des autotamponneuses. Hein. Bah oui. Tu vois, c'est clair. Grande route, voiture où t'as pas besoin de conduire, ça marche. Hein. Exactement. Et donc, j'habitais sur le campus les 2 premières années, hors du campus les 2 dernières années. Pas payé les 2 premières années, mais avec une bourse. Et plutôt bien payé depuis 2 ans. C'est quoi bien payé? C'est des choses que j'aurais jamais pu avoir en France. C'est minimum 5 000 $ par mois. Ok. Avec des primes? Ouais. Prime sur on va à la March Madness, prime si on a un gars drafté. Prime si. Thank you, Allen Graves! Exactement, prime ça. Donc, ouais, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis très chanceux. Et c'est cool. Mais alors après, tu vis en Californie, la vie est super chère. Super cher. Bah ouais. C'est ça, c'est. Bah, t'as des beaux salaires, c'est toujours pareil. Hein. Oui. Voilà, c'est très. J'habite dans la Silicon Valley, en fait. Santa Clara, le campus, c'est la Silicon Valley. C'est là où il y a Google. Un des gars qui donne le plus d'argent pour notre programme, c'est le mec qui a créé LinkedIn, tu vois. Donc, Apple et tout ça. Donc, les salaires sont très hauts, mais le coût de la vie est extrêmement cher. Sur ton appart, là, tu payes combien? 400 mètres carrés vue mer. C'est pas un 400 mètres carrés vue mer, c'était une chambre, un salon avec la cuisine dans le salon quasiment, et c'était quasiment 2 000 $. Ouais, voilà, tu vois. Oui, mais de toute façon, on sait. La Californie encore plus. Le coût de la vie là-bas est terrible. Revenons un petit peu donc à ce renouveau, si on peut appeler ça comme ça, de la NCAA, et surtout à l'engouement autour des jeunes Français. Parlons, explique-nous d'abord, avant qu'on mette un point de contexte, explique-nous ce nouveau truc depuis 2 ans à peu près, dont tout le monde parle un peu plus de 2 ans, le NIL. Explique aux gens qui suivent, qui voient ça, qui voient ces prix-là, qu'est-ce que c'est exactement? C'est son name, image and likeness. Avant, les joueurs pouvaient pas être payés en NCAA. D'ailleurs, ils ont pas un salaire maintenant. Mais il y a eu il y avait des poursuites judiciaires qui ont été faites. Il y a eu même dans les années 90, ça a commencé avec un joueur de UCLA qui s'appelait Ed O'Bannon, qui a vu son nom exactement dans un jeu vidéo et qui a dit mais attends, je touche 0 € alors que mon nom est dans le jeu vidéo et que je suis un des meilleurs joueurs du championnat NCAA. Donc il y a eu des poursuites qui ont été faites et les joueurs ont réussi, un genre de syndicat des joueurs a réussi à faire montrer à la NCAA que devait y avoir une rémunération indirecte. Parce que s'il y a autant de gens dans les stades, dans les salles, s'il y a autant de gens à la March Madness, s'il y a autant de gens qui regardent sur ESPN, c'est aussi grâce aux joueurs. Avant la NCAA, c'était moi, non, mais on vous donne une bourse. Vous avez votre bourse. Et il y avait un peu au noir, quoi. Il y a des. Le film It Got Game, on le voit bien avec Khaled. On se souvient de Chris Webber qui avait pas 20 $ pour grailler et qui passe devant un magasin de sport et qui voit le maillot de Michigan avec marqué Weber derrière, qui a 120 $ et dit mais attends, c'est pas possible. Et donc ça en fait. C'était un pouce au crime un peu quelque part ce système-là. Il y a beaucoup de joueurs, je me souviens, tu leur payais le déménagement, hop, t'avais pas le droit et tu t'offrais des voitures. Mais alors souvent ils étaient pointés du doigt comme des malotrus. On connaît les États-Unis, alors que les gens le système universitaire se fait des milliards. C'est fait pendant avec les droits télé, c'est fait des milliards sur tous ces gamins-là depuis les années 60. Exactement. La NCAA, c'est tout le monde regarde, il y a un sentiment d'appartenance par les gens qui vont à la fac, qui regardent toute leur vie, l'équipe de foot US ou l'équipe de basket. Donc les joueurs passent, mais les gens ils mettent toujours autant d'argent parce qu'ils regardent, ils sont fans de la fac. Et donc en fait, il y a les sommes qui générées par la March Madness ou par les playoffs de foot US universitaires, c'est astronomique. Les stades de foot US universitaires, c'est des stades et en fait les joueurs touchaient pas d'argent.
Donc ils ont changé ça, et à un moment tu peux faire fructifier ton image, tu peux signer un contrat avec une marque, tu peux faire... Et donc en fait c'est ça qui est le NIL, et donc c'est ça l'argent en fait, c'est on peut te donner 2-3 contrats avec ces 2-3 marques, ça c'est un équivalent de telle somme. C'est ça maintenant les sommes en fait. Mais c'est un contrat de droit d'image en fait, c'est vraiment ça, c'est pas un salaire, contrat de droit d'image, on se souvient de Caitlin Clark qui en a profité, Bronny James qui en a profité, ça c'est les ambassadeurs, les premiers ambassadeurs, ce qu'on n'imaginait pas, c'est que même des randoms en profitent. Ouais. Parce que les stars, finalement, que tu as un deal avec Nike quand t'es Caitlin Clark. Bon, oui, d'accord, mais là, tout le monde. C'est devenu un appel d'offres. Ils jouent un petit peu entre les lignes parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chercher des mecs que tu connais pas, tu vas dire de faire un contrat d'image, mais c'est plus un faux contrat de joueur c'est devenu un appel d'offres, en fait, maintenant. Bien sûr. En fait, il y a pas de salary cap, en fait. Il y a pas de budget limite. Il y a pas de nombre de, par exemple, en NBA, tu as un salary cap, ou en Europe, dans certaines ligues, tu dois avoir toujours 2 joueurs sur le terrain qui viennent du pays, ou pas des JFL, un nombre de JFL. Il n'y a pas de règle, en fait. Si tu veux avoir 14 joueurs qui viennent d'Europe, et que tu veux leur donner... Tu vas avoir un roster qui coûte 20 millions, que tu veux diviser, tu peux. Nous, on a joué Kentucky cette année, ils avaient genre 6 fois notre budget, tu vois. Et ils avaient plus de 20 millions de dollars. Avec 2 gars qui n'ont pas joué de l'année quasiment parce qu'ils étaient blessés, qui touchaient genre des sommes mirobolantes. Les contrats sont, tu peux aller sur Twitter, tu trouves tout. Hein. C'est Alan Graves, c'est sur Twitter. Il est resté dans la draft. S'il avait voulu transférer, il y avait Duke et LSU qui proposaient 5 à 6 millions de dollars. Donc c'est à peu près pareil que ce qu'il va gagner. Exactement. En NBA. Donc il n'y a pas de limite. Et les facs veulent tellement gagner. Ce qu'on appelle les boosters, c'est un peu les anciens qui étaient à la fac, qui ont réussi et qui ont mettent réussi, les millionnaires, les milliardaires, ils veulent tellement gagner, ils veulent qu'il n'y a pas de limite en fait. Tout le monde augmente son budget petit à petit. Les budgets deviennent mirobolants, c'est-à-dire je pense qu'il y a 25 à 30 facs cette année qui ont un budget aux alentours minimum des 10 millions de dollars pour faire un roster de 12 joueurs. Et là, on parle de masse salariale, entre guillemets, oui, voilà. Le trait, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on parle des droits télé et la NCA. Évidemment, on gagne des milliards de dollars, mais les facs sont financés par les dons. Là, tu parles des dons, ça, les boosters. Ouais. Ce sont des dons. Ils perdent de l'argent, honnêtement. Bien sûr. C'est juste, c'est pour le kiff. Pour que ta fac, dans laquelle t'es passé il y a 40 piges, soit la meilleure possible. Exactement. C'est un truc qu'on a très peu, franchement, faut le dire, on a très peu ça en France. Ouais. C'est pas l'état d'esprit. C'est un peu la culture. J'ai envoyé 50 € à Lumini, moi, à Marseille. C'est déjà bien, regarde, t'es le seul. Ils appellent ça la culture du give back. Ouais. Genre, en gros, on donne. Benoît des milliardaires, déjà milliardaires, t'as raison. Tu vois, pour eux, c'est peut-être pas énormément d'argent, tu vois. Mais donc ouais, nous, pour Santa Clara, par exemple, on a dû chaque année, on doit essayer d'être plus compétitif sur notre budget, mais c'est ce que je dis, on est Porto, Benfica, tu vois, on peut pas lutter. T'es intermédiaire, quoi. On peut pas lutter. Tu peux être que intermédiaire. On peut pas lutter. Mais ça change complètement le game, puisqu'on voit aussi qu'un mec comme c'est Rick Pitino qui a dit ça, qui ne recrutait plus de freshmen. Exactement. Enfin, il ne recrutait plus de joueurs sortis du lycée, donc ça change, ça rabat complètement toutes les cartes du recrutement universitaire. Ouais, ça rabat tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous on pense qu'on peut récupérer des bons joueurs du lycée qui sont sous-cotés, qui sont des joueurs qui auraient dû aller dans des bonnes facs. On est une bonne fac, mais ce qu'on appelle high major, donc les grosses conférences. Et certains coachs, ils regardent même plus. Ils veulent un gars de 22 ans, 23 ans. Ils veulent un gars de 22 ans qui a joué en Europe. Il y a ce fantasme de plus en plus du gars qui a joué en Europe. Moi, ça me fait rire parce que je suis là-bas. C'est en gros, il s'en fiche où il a joué, mais il a joué en Europe. Ça veut dire qu'il est dur physiquement, il est intelligent, il a du QI. Ouais, mais des fois, t'as joué en Europe, t'as joué en Slovaquie, tu vois. Ça veut pas dire que t'es prêt direct. Parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation. C'est un basket différent, c'est une culture différente, c'est une langue différente. Même pour des super joueurs, même certains joueurs français, ils l'ont dit, hein, il y a un temps d'adaptation. C'est pas simple. Genre, Ilias Kamardine, il va à Ole Miss, il a été bon. L'équipe a pas été très bonne avec lui en meilleur joueur. Et c'est pas sa faute. C'est dur. Donc, nous, il y a beaucoup moins le recrutement a totalement changé. Le recrutement est beaucoup plus court-termiste. Le recrutement est beaucoup plus sur qui peut m'apporter maintenant, qui peut venir maintenant. J'ai besoin d'un poste 3 maintenant qui peut m'aider. Mais ils sont en train est-ce qu'ils sont pas en train de se foutre en l'air, les ricains, parce que c'est quand même leur système de formation. Ça reste un système de formation. Alors il est ce qu'il est. Nous, ça nous a toujours fait rêver. Plus jeunes, les grandes salles, c'est cette manière dont c'était diffusé, mais
Mais c'est quand même leur formation, et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs NBA qui critiquent le système AAU aussi, qui est de plus en plus dramatique. Et là, leur système universitaire, qui est la dernière marche vers le monde pro, NBA ou ailleurs, est-ce qu'ils sont pas en train de flinguer aussi leur formation? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont aussi fait ça parce que tous les talents partaient soit devenaient pro overseas, donc tu vas en Australie, tu vas en Europe. Il y avait aussi l'Overtime Elite qui était en train de prendre de la place. Ils ont aussi fait ça pour contrer le fait que les meilleurs talents n'aillent plus aussi en NCAA. Ouais, ils ont sorti la grosse artillerie du coup. Ils font très fort à l'américaine. C'est ça, c'était une réaction. Il y avait G-League Ignite. Ouais, tout à fait. Ils ont perdu Jalen Green, Scoot Anderson, Kuminga, qui étaient des gros talents au lycée. T'as eu la Melo Ball, R.J. Hampton qui sont partis en Australie. Même à l'ancienne, Brandon Jennings, il était venu à Rome. Il était venu en Italie, tu vois. À Rome, ouais. C'est un des premiers à avoir fait ça. Emmanuel Mudiay qui avait été joué en Chine. Donc je pense qu'ils ont potentiellement surréagi en fait. Ils ont eu peur, surréagi. C'est pas très américain pourtant. Exactement. Et en fait maintenant il y a plus de doute. Ces joueurs-là, ils vont tous aller en NCAA. Ils vont toucher des salaires qui sont, mais c'est pas un salaire, mais de l'argent qui est assez incroyable. Tu vois. C'est assez fou. Et maintenant, on a des joueurs européens qui se seraient potentiellement fait drafter en faisant une année en Europe, qui viennent en NCAA. Donc, t'as eu Yakouchenis et Igor Demin qui ont fait ça. Steinbach qui vient de se faire drafter par Charlotte, qui était un joueur d'impact à 18 ans à Würzburg en BBL, qui fait les playoffs, qui taffe. Ah non, il va en NCAA un an, à Washington. On a vu des joueurs d'Euroleague, je sais plus comment il s'appelle, un joueur d'Euroleague là, qui met 12-13 points par match. Ouais. Mais il repart NCAA. Ouais. On a vu comment il s'appelle, le joueur israélien. Yamada. Yann Madar, il a joué au Partisan, il joue au Fener. Dans 6 mois, le mec. Brice Dessert. Qui est un peu plus jeune, mais bon. Plus jeune, mais qui a quand même 23 ans. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus jeune. Bon, il est quand même vieux pour le NCAA. Il a 23 ans. À la base, c'était 19, 23 ans. Il a 23 ans. Mais il y a énormément d'argent en fait. C'est de l'argent que on est au-dessus, on est largement au-dessus de beaux salaires d'Euroleague. Ouais. On a un joueur comme l'anglais qui joue à Milan, qui va aller à St. John's. C'est lui dont je te parle, voilà. Ouais, Queen Ellis. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais attends, c'est un délire. Le mec, c'est déjà un bon joueur d'Euroleague, il va repartir jouer avec des gamins en NCAA. Mais on a déjà de toute façon, ce qui est fou, c'est que ça fait 3-4 ans et 5 ans, on va dire. Mais on a déjà toutes les dérives terrible. Comment il s'appelle notre gars qui a joué en NBA, qui a été drafté en NBA? Oui. Qui était à Barcelone, qui était à Baylor et qui transfère. James Nagy. Là, pour moi, ça, c'est l'exemple typique qu'il va falloir légiférer parce que c'est ridicule. Le mec, formé à Barcelone, on le voit un peu en Euroleague. Il est drafté, il va à Baylor, il déboule à Baylor, il joue pas, il transfère. Non, mais attendez, au bout d'un moment. Il a fait la Summer League, En fait, ils utilisent chaque, part de la loi que tu peux utiliser. Et en fait, je pense ce qu'ils ont fait. Et ça va être marrant. Nous, on a un joueur qui a joué en G-League. On est les premiers à l'avoir fait. C'est-à-dire que je dis pas qu'on a ouvert la boîte de Pandore, mais nous, on a un joueur qui est centrafricain, Thierry Darlan, il s'appelle, qui était à NBA Academy. Et en fait, il a fait G-League Ignite. En fait, G-League Ignite, ils ont arrêté il y a 2 ans. Donc en fait, il s'est pas présenté à la draft, mais il était avec G-League Ignite. Il a joué en G-League pour l'équipe de Portland, et nous on s'est dit mais pourquoi, c'est quoi la différence entre lui et un joueur qui joue en Pro A? Tu vois, c'est une ligue pro. C'est juste qu'en fait dans la tête des Américains, la G-League ou ça c'est quelque chose, ils le surcotent totalement d'ailleurs. Ils pensent 15 points en G-League, ça c'est de l'impact direct en NCAA, ça veut rien dire. La G-League, c'est une ligue totalement différente. Mais donc nous on a fait ça, mais il a pas été drafté. Là, Nagy, il a été drafté, il a joué à la Summer League, il a été tradé. C'est-à-dire qu'il est dans un trade NBA entre New York et Charlotte. Mais en fait, la coquille qu'ils ont trouvée, c'est quoi la différence entre ça et un gars qui a joué 3 ans au CD Vita Olympia, qui a joué de l'Eurocup. Les deux sont des pros, dans des ligues pro, il n'y a pas de différence. C'est ça qu'ils ont réussi à faire, en fait. Parce que ça, c'est l'un des grands changements. Je me souviens de Kim Thié, avec qui j'étais en son formation. Il ne rentrait pas en pro parce qu'il voulait aller en NCAA à Utah. Mais attends, et donc il ne mettait pas. Mais oui. C'était ça la règle, et qui était pour le coup qui a du sens. Il est GM maintenant à Utah. Tout à fait. Bah oui, exactement. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Incroyable. Tu vois, franchement, la règle, elle devrait être évidente. Si t'as mis un pied dans le monde professionnel, bah tu peux pas être étudiant. Bah alors c'était surtout si c'était en termes de contrat et l'argent que tu touchais, tu pouvais être espoir et jouer en pro, mais quand même aller au State. Enes Kanter.
Enes Kanter qui avait touché de l'argent en tant que professionnel en Turquie. Ouais. Il signe à Kentucky. Je crois qu'il a fait 3 matchs avec Kentucky. Il a été suspendu, il s'est fait drafter, terminé. Ouais, inéligible, voilà, on appelle ça comme ça. On appelle ça inéligible. Maintenant, pour être inéligible, faut faire 20 ans de cabane. Et même en NBA, on va essayer, il y aura pas à dire pourquoi, surtout tu les as fait. T'as une deuxième chance, Aaron. Ouais, c'est ça. Là, depuis quelques mois, il y a des rumeurs, des lois qui veulent légiférer. Ils pensent qu'on est passé, c'est parti trop loin. Too much. Voilà. James Nagy, des joueurs comme ça, c'est parti trop loin. Voilà, il y a Madar, il est né en 2001. Donc, il y a aussi la règle pour les joueurs israéliens, ils peuvent utiliser le service militaire. Il est né en 2001. On rappelle que J.J. Bansa et Darin Patterson qui sont fait drafter sont des 2007. Exactement. Come on. Putain, c'est en 2005. Come on. Putain, c'est en 2004 même, fin 2004, ouais. 2004. Donc, ouais, mais il y a toujours une règle, une coquille par exemple, donc les joueurs israéliens, il y a 2 règles, en fait. Pour les Mormons et les gens qui ont fait les missions. C'est pour ça que BYU, ils ont toujours des gars qui ont 25 ans. Parce qu'en fait, après le lycée, ils vont 2 ans en mission mormone, et après ils reviennent et ils peuvent quand même faire 4 ans. Ah, okay. C'est pour ça qu'ils sont toujours aussi vieux. Il y a ça, et il y a pour les trucs militaires. Oui, David Robinson oui, exactement. Voilà, donc, je pense que c'est là où ils ont joué sur ça, sur Yamadar par exemple. Parce que, donc ouais, là, le roster de LSU, il est plus vieux que des équipes NBA. Ils ont aussi recruté RJ Lewis, ça a fait beaucoup parler, c'est-à-dire qu'il a été non drafté l'an passé et il a joué avec il a fait la Summer League, il a joué en G-League avec Boston et là il a commit pour retourner à LSU. Ouais, il y a Georgetown, ils veulent essayer de récupérer Patrick Ewing aussi. Bien sûr, il peut. Alors, et parmi donc dans cette nouvelle folie un petit peu du recrutement, les joueurs français ont énormément la cote. Toi qui es en plein dedans, explique-nous un petit peu pourquoi le français est si recherché. Parce que je pense que déjà il y a beaucoup de joueurs. C'est reconnu comme on met beaucoup de joueurs NBA récemment. Donc ça pour les Américains c'est quelque chose. Voilà, il y a du talent. Quand les coachs américains viennent l'été sur les compétitions de jeunes U18, U19, U17, ils voient nos équipes et ils disent voilà en termes de corps, en termes de qualité athlétique, de transposition. Ils voient que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher. Et il y a la profondeur en France. Enfin, franchement, il y a beaucoup de profondeur. Et il y a plus trop de règles en fait. Donc, tu peux proposer des salaires à des joueurs qui jouent aujourd'hui en Betclic Elite, qui sont des joueurs d'impact d'équipes de playoff de Betclic Elite. Tu peux tripler, quadrupler, même x5. Pas à Santa Clara, je le dis direct. Hein. Nous, on a un joueur français qu'on a recruté il y a 2 ans, c'est Noah Badibanga, c'est un joueur qui joue en espoir. Il joue en espoir à Chalon. Il avait dû faire 2-3 apparitions en pro, il a mis un lancer franc avec Chalon, bout du banc. Tu sais, c'est un JFL, il se coltinait à l'entraînement les meilleurs joueurs. Ça, c'est plus nos cibles. Tu vois, c'est un gars qu'on prend, il a redshirt et il va jouer chez nous, il va se développer. On peut pas mettre le billet aujourd'hui, nous, pour ce genre de joueur-là. Le genre Ilias Kamardine, par exemple, ou des joueurs comme ça. Et parce que je le disais, il y a ce fantasme du gars qui a joué en pro. Tous les coachs, ils cherchent des joueurs plus vieux. Ils pensent que si tu as joué en pro, que tu es plus vieux, tu vas plus avoir un impact d'emblée. Donc c'est pour ça que les joueurs français, ils ont une grosse cote. Et les agents l'ont très bien compris aussi. Aujourd'hui, les agents, je pense qu'il y a 4-5 ans, quand on commençait, moi j'ai commencé tout ça, on me disait il fallait d'abord convaincre le joueur d'aller en college. Non, pourquoi j'irai en université? Je m'entraîne avec les pros pour une équipe de Betclic Elite. Pourquoi je vais aller en college? Aujourd'hui, on parle argent directement. C'est-à-dire que les agents, tout ça, c'est. Et parce que je pense qu'il y a du bouche à oreille. Les joueurs, ils sont en espoir, ils voient, lui, il prend autant d'argent, il prend ci, il prend ça. Donc il y a une folie des grandeurs qui se met en place. Et donc, je pense que le fait qu'il y a qualité athlétique des joueurs français, du championnat de France Espoir, le fait qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est deep. Et les agents ont très bien compris aussi. Quand tu me parles des joueurs qui sont éligibles, je me dis Mathieu Strazel, il a 23 ans. Il lui restait une année. Il est éligible? Oui, il lui restait une année. J'en ai parlé avec lui. Ouais. Non, mais il lui restait une année. Donc en fait, un mec comme Mathieu Strazel, ou Nadir Rifi, qui sont des pros affirmés, les meilleurs joueurs du championnat, ils peuvent aller en NCAA. Ils sont genre 20 points par match en Euroleague pour Nadir quasiment. Il aurait pu aller jouer un an. Ouais. Moi, je vais pas trahir le secret, j'en ai parlé avec Mathieu, mais disons que c'est aussi ce que tu as envie de faire. Donc Mathieu, lui, son but, c'est de jouer en Euroleague. Ce sera toujours son but. Maintenant, je pense qu'il a dû avoir des offres. Ouais. Voilà, et je sais pas si on te propose 6 millions à 23 ans. On lui en parlera. Non, mais tu vois, parce qu'il est censé venir. Ouais. Tu vois, si on est là, alors il va signer sûrement un très beau contrat en Turquie et tout, mais
sais pas, on propose 6 millions sur Parce que Mathieu Nadir sont des jeunes joueurs magnifiques. Ils vont prendre des beaux contrats, mais il n'y a pas aujourd'hui un club en Europe qui leur file 6 millions la saison. Voilà, ça n'existe pas. On divise par deux. Et c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de moyens. Personne prend, c'est quoi, Kendrickton, il prend 5-5 le maximum. Et c'est le max. C'est le max du max, ouais. Voilà, là, on peut te proposer, t'as 2 millions net sur un an, ça vaut le coup. Et puis, on peut quand même dire, on va pas faire la promotion de la NCA, c'est pas du tout notre truc, mais il y a pas que ça, quoi. Je veux dire, il y a, évidemment, tu prends il y a l'expérience de vie. Bien sûr. Non, tu vas à la fac, là-bas, t'es sur non, mais attends, il y a aussi, nous, on dira toujours ça aussi. Moi, tous nous, alors qu'à l'époque, fallait limite payer pour y aller, et en tout cas, faire des choses assez incroyables. Mais vivre ce qu'ils vivent là, en plus, en pouvant bénéficier de l'argent, parce que tu coffres, allez, évidemment qu'il faut y aller. Évidemment qu'il faut y aller. Est-ce que tu considères que le joueur français de 22 ans, par exemple, qui joue en pro depuis 2-3 ans, il va en NCA un an, il va progresser? Qui est déjà dans une rotation pro, hein. Non, qui joue plus que ça, même dans le 5, il y en a un des mecs. Est-ce que le gars, il a 22 ans, donc... Ilias Kamardine, voilà. Ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas. Il y a tout, il y a à boire et à manger. Mais je pense que en fait, il va juste découvrir un basket différent. Je suis pas sûr qu'il va progresser. Je suis pas forcément sûr qu'il va revenir dans 2 ans en Europe et il est prêt à jouer en Euroleague, par exemple. Il y a une question que je me pose, c'est que quand on voit des joueurs comme, c'est bien de parler d'Ilias Kamardine, de Daumont aussi, enfin tous ces Français qui partent là, qui prennent des sacrés Nils, à un moment donné, il va y avoir un retour en France ou en Europe. Et là, les salaires, tu vas redescendre en gamme. J'imagine qu'ils le savent, mais tu t'habitues à gagner beaucoup d'argent. Ouais. Et là, tu dis multiplié par 5-6. Mais là, quand tu vas revenir, c'est plus qu'en plus tu me dis qu'il progresse pas spécialement. Après, Romain Daumont, c'est un truc un peu différent, ça reste encore un prospect. Mais pour Ilias Kamardine, je trouve que t'as raison. C'est intéressant. Ouais. Bah après, ils fructifient le plus d'argent qu'ils peuvent au moment. Et ça fait sens. Mais là, je suis d'accord avec toi, c'est un truc dont personne ne parle. Mais c'est aussi pour les ricains. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont millionnaires. Ils touchent des sommes incroyables. Et ils vont pas tous aller en NBA ou aller... Après, comment ça se passe le premier contrat pro quand tu dois aller jouer dans une ligue mineure en Europe parce que c'est là que tu commences, hein. Tous les Jordan Lloyd, les Mike James, tout ça, ils ont tous commencé dans les ligues mineures en Europe. C'est rare de commencer très haut. Faut aller faire son tour au Danemark, en Slovaquie, en Bulgarie. Bah là, c'est pas la même chose, hein. Tu voyages pas en jet privé parce que nous on voyage en jet privé, hein. Chaque déplacement, c'est en jet privé. Donc t'imagines les autres facs, ce que c'est. Nous, on est juste Santa Clara et on bouge en jet privé à chaque fois. Donc, il y a un retour à la réalité nos joueurs européens, ils le savent, nous. On en parle souvent. Ils disent, ils savent pas à quel point, c'est les ricains, ils savent pas à quel point ils ont de la chance. On a des joueurs européens. On a un gars qui a fait centre de formation d'Alba Berlin, un mec qui a fait Ulm, un mec qui a joué en Bulgarie. Et ils disent, ils savent pas. Eux, nous, les Européens, on sait que c'est pas normal, en fait. Tu vas à LA, tu prends un jet privé, tu repars après le match directement parce que tu repars directement après, t'es en jet privé, on te sert à manger dans l'avion, c'est que c'est pas normal. Mais eux, les ricains, ils ont toujours connu ça. Pour eux, tu vas en collège, c'est normal, on prend le jet privé, on a des infrastructures de fous furieux partout. Je pense que ça, c'est le truc qu'on parle pas assez parce que l'Europe a besoin de ces joueurs américains pour l'Euroleague, pour tout ça. Je serais intéressé de savoir dans quelques années comment ça va se passer. La future vague de ces Américains ou de ces Européens qui vont revenir sur ça. Des gars comme Daumont et tout ça, eux, ils sont partis jeunes, tu vois. Ils sont partis jeunes. Daumont, il fait le centre de formation de Gravelines, il joue une année avec Gravelines, mais voilà, et puis il est parti à Murray State. C'est une fac un peu plus de seconde zone. D'ailleurs, ils vont avoir 5 Français l'an prochain. Parce qu'il y a un des GA est français là-bas. Et donc on risque de jouer, on verra si on va jouer, peut-être qu'on va jouer en décembre pour y avoir 10 francophones sur la feuille de match. Donc je pense que Daumont, c'est différent parce qu'il est plus jeune, il est parti dans un programme qui veut vraiment le développer, où il lui laisse un peu de temps. Il était 6e cette année, ils n'ont pas directement starté et tout ça. Des joueurs qui vont arriver comme Brice Dessert qui va aller en college, Ilias Kamardine l'an dernier, j'ai lu des trucs sur des meneurs de Betclic Elite qui potentiellement vont aller. Eux, c'est direct. Il faut direct que tu m'apportes, il faut que tu sois mon meneur titulaire, il faut qu'on aille à la marche manesse. Voilà. C'est le contrat. Après, si t'as un an à 1,5 million, à 2 millions et que tu reviens, parce que comme on est en plein dedans, on connaît absolument pas les conséquences pour ces joueurs-là. Autant les joueurs américains, je pense que on peut prendre sur les 30 dernières années, 40 dernières années, ça a toujours existé, le mec qui est collège et qui arrive là, dans les ligues mineures. Mais pour nos Français, pour nos gars qui vivent ce rêve américain, pour de vrai,
et qui vont devoir ensuite avoir une période de décompression, j'espère qu'ils seront bien suivis, bien accompagnés, parce qu'ils auront fait de l'oseille, y a pas de doute. Après, tu vois, Ilias, il a fait le centre de formation de Dijon, il est parti en élite 2 à Vichy, il a fait une année à Dijon, je pense qu'il sait aussi ce qu'il attend en France. Évreux et Vichy. Donc il sait quand même à quoi ressemble le basket en Europe. Non, mais je parlais vraiment par rapport au salaire, pas du fait de retomber sur des gammes un joueur comme Narcisse Ngoy, par exemple, le salaire qu'il va prendre là cette année, c'est mirobolant. Ah bah là, en même temps, mérité, hein. Oui, bien sûr. Il détruit son championnat. Il détruit son championnat, et puis il y a les bigs. Aux États-Unis, il y a tout le monde veut ses bigs, et les bigs, c'est le plus cher. Là, les joueurs français, parce qu'on dit les joueurs français, on fait un peu les généralités, mais en fait, la NCAA cherche des meneurs français et des grands français. J'ai l'impression que c'est les deux profils qui vont là-bas. Ouais, les grands européens. C'est vraiment, tu vois, et français, parce qu'en fait, il y a moins de gens de grande taille sur Terre, de facto, donc ils sont plus chers. Et en fait, tout le monde veut, c'est dans ce basket qui est de plus en plus à jouer avec 2 intérieurs, contrôler le rebond. Toutes les équipes, elles veulent 2-3 mecs qui font 2-10. Donc, faut mettre l'argent. Et je pense que là, dans les prochaines semaines, il y aura des trucs annoncés, des joueurs qui jouent en Europe, qui vont aller en collège, ça va choquer encore plus de gens. Parce que c'est la course. En fait, c'est une course à l'armement. Tout le monde s'arme parce qu'il faut gagner. Le boss, donc on est loin des valeurs de base de la NCAA, qui est un championnat formateur. Ah oui, on en est loin. C'est devenu le capitalisme à outrance, quoi. Mais là, toi, t'es dedans, tu vis le truc et tout ça. T'as envie que ce soit légiféré, t'as envie que ce soit moins la course, enfin, tu vois, ou est-ce que c'est comme ça et tu le vis, tu vois, tu le vis pas mal. Moi, j'ai toujours connu ça. Je suis arrivé il y a 4 ans, je suivais la NCAA d'avant, mais moi, quand je suis arrivé la première fois, dès la fin de ma première année, notre meneur titulaire, il part, il prend beaucoup d'argent ailleurs. Donc c'est toujours ce que j'ai connu. Je dis, il part, voilà, c'est la vie, il va falloir trouver un... Mais il faut une légifération sur le fait que si on veut un championnat un peu compétitif, il faut quand même que on n'ait pas des écarts de budget qui soient tels. C'est pour ça qu'à la March Madness, il y a de moins en moins d'upsets, il y a de moins en moins de petites facs, entre guillemets, qui font un run loin. Par exemple, il y a 10 ans, il y avait Loyola Chicago, ils avaient été très loin. Ça, c'est plus possible. Parce qu'en fait, Loyola Chicago ou Santa Clara, nos meilleurs joueurs, ça va être le backup à Duke, tu vois, ou ça va être le backup à Kentucky. Donc en fait, tu regardes le Final Four aujourd'hui, c'était Arizona, Michigan, Yukon, Illinois, et voilà, les forts sont encore plus forts et c'est dur d'être nous dans la zone un peu plus en bas. Ils perdent un peu de leur ADN, ce qui est la March Madness, les upsets, c'est comme ça qu'on a tous connu la NCAA. Ouais, mais il ressemble de plus en plus à ce qui se passe sur la terre en fait. Oui, mais on va pas faire de politique à 2 balles, mais bon, c'est ce qui se passe quoi dans la vie. Et on le voit bien dans le championnat de France de basket. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir qu'il y a des différences de ouf entre chacune des équipes. C'est sûr qu'entre le Portel cette année et Monaco, c'est quand même, je suis pas sûr qu'il. Et Lasvel l'année prochaine, tu vois. Lasvel l'année prochaine et il y a le promu encore, il y a des promus qui montent plutôt armés entre Rouen et Pau là, mais c'est vrai qu'entre ceux qui jouent le maintien. En Euroleague, c'est pareil, tu vois, les écarts entre les premières et les dernières sont terribles. Alors, on le disait hier dans le récap de la draft qu'on a fait ensemble, c'est la draft avec le moins de joueurs inscrits depuis, je sais même pas la date, ça doit être un truc de fou. Bon, c'est une conséquence directe du Nil. Ouais, c'est une conséquence directe. Si tu regardes le 2e tour de la draft, je pense qu'il y aura que des seniors, que des gars qui ont plus d'éligibilité. Faut que tu y ailles, mon gars. C'est l'abattoir, en fait. C'est fini. Non, c'est tu vas à la draft, gros, désolé. C'est fini, t'as plus d'éligibilité. Y a des... C'est pour ça que Graves, il est monté un peu parce que lui, il aurait pu retourner et les gars qui étaient devant lui, ils sont retournés. Donc du coup, il est monté. Parce que lui, il était en mode, il dit, moi, je veux plus aller en cours, genre, moi, il me le dit 2 fois, il dit, moi, je veux aller en NBA, mec, Comment lui en vouloir? Voilà, je veux aller en NBA. Mais ouais, il y a des joueurs qui, Florida a récupéré 2-3 de ses joueurs pour des salaires plus que là où que tu gagnerais si t'étais le 20e choix de la draft. Alors, c'est sur une année. C'est pas garanti c'est ça aussi la différence. Mais, ouais, des joueurs le mec qui a mis le shoot pour Yukon, Mullins, qui a mis le tir pour gagner le match contre Duke, pareil. Donc, en fait, c'est le premier tour de la draft, ça va être que des freshmen, quasiment, que des freshmen ou des sophomores, et après, ça va être que des seniors. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur la NBA, du coup? Tu sais, là, dans la fin de saison, avec Erwan, dans les émissions, on disait, il y a vraiment beaucoup de matchs en bois, on a peut-être plus rarement vécu ça, on parle de profondeur dans le truc américain et tout, mais on voit bien que les 12e, 13e, 14e hommes, même si c'est la ligue des opportunités, on voit bien que le niveau, il baisse. Tu vois, est-ce que toi, de ton point de vue,
ça peut être une autre conséquence pour la NBA de moins voir des talents en fait au sein de la NBA sur les prochaines années. Je pense qu'un joueur comme AJ Mitchell aujourd'hui il serait pas allé au deuxième tour de la draft. Il aurait transféré, il serait allé ailleurs et il aurait pris un énorme salaire. Il serait dit non. Puis en plus moi je le vois, je suis avec ces athlètes tous les jours, ils se lèvent tous les jours et ils pensent que tous que j'ai besoin d'un si je peux aller là et je serai top 20 draft. Ils ont tous cette confiance en eux, tu vois. Donc il y a de plus en moins de petites facs qui ont des joueurs draftés parce que tous les gens maintenant ils transfèrent. Donc il y a le talent est dispersé différemment en fait. Il y a beaucoup de jeunes en NBA, je pense tous les freshmen, voilà, les mecs qui ont les gros talents lycéens, ils vont aller à la draft, mais il y a moins de joueurs qui vont arriver, des sophomores, des juniors, ils vont tous rester à la fac le plus longtemps possible. Ils vont prendre tout le jus qu'ils peuvent prendre, tout l'argent qu'ils peuvent prendre. Et ça aura des conséquences. Ça a des conséquences sur la draft, ça a des conséquences sur le marché européen, bien sûr. Sur le marché européen, ça a des conséquences sur les contrats NBA. T'arrives plus tard en NBA, donc peut-être ton deuxième contrat, c'est à 28 ans, 29 ans, plutôt que à 25 ou 26. C'est plein de conséquences différentes quand tu parles avec des scouts ou des front office, ils sont tous en mode, il y a ces trucs qu'on doit s'ajuster, quoi. On n'est pas habitué, en fait. Ce qui est fou, c'est que tu sais, à un moment donné, il y a 10 ans, on se plaignait beaucoup du fait qu'il y ait que des one and done qui aillent à la draft. Et qu'il y ait beaucoup moins de Draymond Green, donc le mec qui a fait son cursus entier, qui arrive prêt à jouer en NBA. En fait, peut-être que l'une des conséquences positives, ça peut être d'avoir des gars qui ont fait 4 ans, parfois 5 ans même, et qui arrivent prêts à jouer. Tu vois, ça peut être une conséquence positive. Il y a toujours le verre moitié plein, le verre à moitié vide. En tout cas, ça va être intéressant à suivre ces prochaines saisons, parce que moi, je reste persuadé qu'à mon avis, ils vont devoir mettre un peu des règles, parce que là, on voit quand même des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Au moins plafonner les salaires. Exact. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que là, tous les joueurs sont payés. Avant, personne ne l'était. Maintenant, même il y a combien de joueurs en NCAA, là? Chez les garçons, pas que des garçons, mais chez les filles, pareil. Il y a 360 équipes et 360 équipes, putain. Et 360 équipes et t'as 10-12 joueurs. Alors t'as toujours les Ivy League, ils sont pas payés par exemple parce qu'ils n'ont même pas de bourse. En fait, c'est pour ça que t'as à boire et à manger. Les gens ils pensent la NCAA c'est un grand truc, mais si t'es à Harvard ou si t'es à UConn, c'est totalement différent. Mais si t'es dans les grosses facs, tout le monde est payé. Il y en a combien? Ouais, alors tu considères qu'il y a combien de grosses facs? Donc quand t'as 4 grosses conférences, donc t'as Big 12, Big 10, ACC, SEC, ça fait 70 équipes, 70-75 équipes dans ces grosses facs, tout le monde est payé. Même le 15e mec, il prend 50 000. Ouais, au moins. Au moins 50 000, ok. Il est payé parce que on va te redshirt et on va te donner ça pour que tu viennes et t'acceptes, puis après on va t'augmenter, on a un projet pour toi. Parce que nous on peut lui donner aussi, donc ils sont obligés au moins de le payer parce qu'on peut donner un salaire aussi. Donc c'est au moins dans les grosses facs, on va dire, allez, t'es freshman, on te met un peu en couveuse et tout, c'est 100 000. Le gars il prend 100 000. Je pense, ouais. C'est un no-name et tout, il prend 100 000. Bah, je suis pas dans les bureaux et je vois pas les contrats. Mais ouais, l'argent. J'ai quand même une pensée pour tous les mecs dans les années 80, 90 et un peu 2000 qui, quand ils prenaient $1000, mon gars, ils étaient mis au banc de la société, suspendus de fou et tout, et ça leur gâchait presque leur future carrière pro. Oui. Et aujourd'hui, on envoie des 100 000 à des no-name. Mais écoute, comme quoi, c'était passionnant de t'entendre. Comment tu vois la suite? Toi, t'as quel âge, toi, maintenant? 30. Ouais, 30, t'es encore jeune. Ouais. Comment tu vois la suite, un petit peu de ta carrière? C'est quoi les opportunités qui peuvent s'offrir à toi? Il va être coach NBA dans 2 ans. Non. Moi, là-bas, mon rêve, c'est toujours d'être scout NBA. C'était un peu un rêve. Bosser pour une équipe NBA. Là, honnêtement, je suis bien en college parce que on en parle depuis 40 minutes, mais ça me challenge tous les ans en fait. Faut reconstruire l'équipe, faut trouver des nouvelles stratégies, faut être plus intelligent que les autres. Donc, j'ai eu quelques opportunités dans différentes ligues et tout ça, mais j'ai de la chance d'être dans un staff qui me fait confiance et qui me donne de la liberté. Donc là, pour la première fois, ils ont changé mon rôle, c'est-à-dire que là, ils me demandent d'aller sur les tournois. C'est-à-dire que avant je faisais beaucoup de la vidéo, maintenant ils m'envoient sur les tournois. Il y a un mois, j'ai été pour la première fois sur 2 tournois AAU. J'ai fait un week-end AAU à Kansas City, à Memphis. À côté en plus. Ouais, j'ai passé mon week-end. Donc c'est un choc culturel. C'est des gymnases à 16 gymnases où les gars jouent 3 fois par jour. Ça commence à 8h du matin, ça finit à 21h. Si t'es un big, tu touches pas la balle pendant 40 minutes, c'est un autre basket, quoi. C'est différent. Donc ça, c'est cool. Donc, pour l'instant, je suis très bien à Santa Clara. On gagne.
j'ai des opportunités perso, ils m'élèvent dans le staff et dans les responsabilités, mais je m'interdis rien. Moi je suis un nerd, je suis un fan de basket en fait, donc des opportunités à droite à gauche, ça m'intéresse toujours. Et un objectif de bosser pour une franchise un jour, NBA? Ouais, ça pourrait être cool. Est-ce que il y a une vraie, enfin, souvent on parle de la NCAA comme l'endroit parfait pour le coach. Pour les coachs, je travaille quand même beaucoup moins. Il y a un peu moins de pression, j'ai l'impression. Bah, honnêtement, il y en a un peu de plus en plus parce qu'il y a tellement d'argent que le fusible éjectable, c'est nous en fait. Si tu gagnes pas, les boosters, ils ont mis beaucoup d'argent. Bah, le coach, il y a de plus en plus de mouvements de coach. D'accord. Mais nous, on a cette stabilité qu'on a construit depuis quelques années. Et on est dans le développement. Vous l'avez dit à l'ancienne, c'était plus le développement. Nous, on essaie d'être un peu différent là-dessus. On est beaucoup dans le développement. C'est ce qu'on vend aux parents, aux joueurs. Donc, on fait un peu effet miroir par rapport au reste. Mais il y a aussi beaucoup de pression du résultat. Si on gagne pas, il y a beaucoup d'argent en jeu en fait. Donc, faut gagner. Bon, le prochain step, c'est qu'on aille te voir à Santa Clara quand même. Avec plaisir. L'année prochaine, il y a plein de trucs à faire. Faut qu'on aille voir Nico Batum à Los Angeles, voir peut-être la dernière de LeBron et. On a 1 heure d'avion de Los Angeles. 2 heures d'avion. Tu nous envoies le jet privé? Faut que je demande. Ça joue pas à UCLA, on s'incruste comme ça dans l'avion sur le retour. C'est vrai, si on va jouer à Pepperdine et LMU, Loyola, c'est 2 équipes on fait toujours un road trip à LA pendant une semaine. Tu sais qu'il y a un Français qui a joué à Pepperdine. Bien sûr, Yacouba Diawara. Ah là, il est là, mon quel fag. Il y a un truc qu'on t'a pas posé comme question. Ok. La fac aux US, là. Ouais. Ça fait 2 ans et tout ça, là. 4 ans, ouais. Aller à l'école? Non, je m'en fous de l'école. Ok. Là. Les fraternités, les soirées, les trucs, ça c'est... Ah, écoute, je vais raconter une histoire. C'est-à-dire mon assistant coach, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, il m'a dit, bon là, t'arrives sur le campus, t'as le t-shirt Santa Clara, tu représentes l'équipe de basket. Si tu fais une dinguerie ou tu fais une bêtise, en gros, c'est le programme qui est entaché. Donc fais attention. Donc j'ai toujours retenu ça un peu. J'ai dit, parce que même si tu sortis un peu à droite à gauche, j'ai habité dans la rue des plus grosses fraternités, ma 2e année. En gros, en face de chez moi, il y avait la plus grosse sororité, donc c'est la fraternité mais des filles, et il y avait des grosses soirées tous les soirs. Et j'ai fait le minimum possible, parce que j'ai toujours retenu ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il a connu des GA qui ont un peu trop profité, et que c'est du bouche à oreille, ça parle beaucoup, c'est un petit campus, tout le monde se connaît. Donc j'ai peut-être pas profité autant que tu penses que je l'ai, mais j'ai pas bon, tant mieux, déjà t'étais dans la bonne rue, donc en tout cas sache que si on vient de voir, on peut faire un petit tour de voiture pour voir un peu, juste par curiosité sur le campus. L'autre il a 40 piges, gros, il va arriver dans un truc de sororité. Mais je sais pas, quand je vais à Disney, je suis pas en train de draguer Mini, je regarde, je regarde ce qui se passe, tu vois. En plus l'année prochaine on va avoir 5 francophones, donc on a un Français, on a un Sénégalais, 2 Québécois et un mec de Centrafrique. Donc, ils connaissent toutes les bonnes adresses, t'inquiète pas, ils sont très populaires sur le campus. J'adore. Merci Alan, c'était passionnant de t'entendre et bonne continuation, bonne future saison avec Santa Clara. Et puis on se tient au courant comme d'habitude. Je sais que tu nous regardes de loin là-bas en Californie, toujours. C'est ça. Merci Alan. Merci Alan. Ciao. Merci beaucoup.